sur la thermodynamique. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la présentation de Marc Barachin sur la thermodynamique appliquée aux accidents graves dans les réacteurs nucléaires. Donc, Marc Barachin qui travaille à l'IRSN. Il est 13h31. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes le temps que quelques autres se connectent. Et puis ensuite, on va pouvoir démarrer. Simplement, pour vous préciser donc qu'aujourd'hui, c'est le 14e webinaire de l'Association française de thermodynamique des matériaux. Donc, cette association a été créée en 2021 et elle propose des actions de formation, mais aussi de promotion autour de la thermodynamique des matériaux. Ces webinaires sont organisés à raison de 1 par mois approximativement et ils sont enregistrés et restent disponibles ensuite sur la chaîne YouTube de notre association. Concernant la programmation des webinaires, elle est disponible sur notre site internet et elle est également annoncée sur la mailing list, mais vous pouvez aussi bien entendu diffuser autour de vous ces annonces et les partager, notamment partager les vidéos YouTube. Sans être obligatoire également, donc l'adhésion qui est de 25 € est gratuite pour les doctorants est toutefois importante pour pouvoir assurer la vie de l'association. Et donc, vous trouverez l'ensemble des informations pour l'adhésion sur notre site internet. Voilà. Donc, après cette petite annonce, donc je reviens sur le séminaire d'aujourd'hui, donc par Marc Barachin de l'IRSN à Cadarache et qui va nous parler de la thermodynamique appliquée aux accidents graves dans les réacteurs nucléaires. Marc, je te laisse la parole. Juste un petit mot pour vous préciser que bien sûr, on prendra des questions à la fin du séminaire de Marc et que il est tout à fait possible en avance et pour préparer ces questions de les mettre dans le fil de discussion. Marc, je te laisse la parole. Merci Stéphane. Donc, je vais parler donc le titre, c'est la thermodynamique appliquée aux accidents graves dans les réacteurs nucléaires. Je m'excuse d'emblée pour les collègues du CEA dont j'ai vu la présence à ce webinaire. Il y a certaines choses que, à mon avis, connaissent par cœur, mais c'est pour l'ensemble des participants à ce séminaire d'avoir un petit peu la même vision du contexte. Je vais essayer. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Suivant. Non, pourquoi ça marche pas? Donc, en fait, d'abord, une petite présentation de l'IRSN. Donc, l'IRSN, c'est l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire. Donc, c'est l'expert public des risques nucléaires radiologiques. Il y a 1800 personnes et on est dispatché sur 8 sites. On intervient sur la sûreté et la sécurité nucléaire. Donc, la différence, la sûreté, c'est le bon fonctionnement des installations. Et la sécurité, c'est la protection contre les actes de malveillance de ces installations. Alors, on intervient sur les réacteurs dont je vais parler aujourd'hui, le cycle, toutes les installations liées au cycle du combustible, la gestion des déchets, comme le futur site d'entreposage de CIGEO, le transport des matières radioactives et la gestion des sources radioactives. On a aussi une activité importante sur la protection des personnes et de l'environnement vis-à-vis du risque des rayonnements ionisants, donc bien sûr la médecine. Et puis la gestion des crises, c'est-à-dire les urgences nucléaires et radiologiques, au cas où il y aurait un accident sur le territoire. Alors, juste un slide pour vous présenter le processus de la sûreté des installations nucléaires en France. On va dire qu'il y a 3 acteurs principaux. Il y a ce qu'on appelle l'exploitant. Donc, l'exploitant en France, c'est ceux qui pilotent les installations nucléaires. Donc, on va penser à EDF en premier lieu, Orano pour le cycle, et puis le CEA, par exemple, pour les réacteurs expérimentaux. Cet opérateur, en fait, il est pour démarrer une installation, pour la modifier, il doit soumettre une requête à l'autorité nucléaire, qui est l'ASN, qui est une autorité indépendante. Et cette requête, c'est sous une forme, on va dire, d'un dossier. Et ce dossier est transmis à l'ASN par l'IRSN. Et se suit en fait un échange technique entre l'IRSN et les exploitants. Et suite à cet échange technique, il y a un débat qui est, on va dire, contradictoire entre l'IRSN
et l'ASN et l'exploitant devant un groupe permanent qu'on appelle, enfin là c'est marqué expert committee, mais qu'on appelle groupe permanent en France. Et à la suite de ce groupe permanent, il y a des recommandations qui sont émises et l'ASN est seul juge pour accepter ou non ces recommandations et délivrer à terme une autorisation de modification ou de démarrage. Donc, en fait, c'est un système à trois pieds. Alors, le fonctionnement des réacteurs, ça c'est vraiment des réacteurs à eau sous pression. Donc, c'est trois circuits principaux, hein. Donc, le circuit primaire dans lequel l'eau est chauffée par le cœur du réacteur et transfère sa chaleur via un échangeur de chaleur à l'eau du circuit secondaire. Donc, le circuit secondaire, c'est le circuit qui est en bleu. Et cette eau chauffée va permettre en fait, d'obtenir de la vapeur et de faire tourner une turbine. Et cette turbine va entraîner un alternateur qui va produire de l'électricité. Et puis la vapeur qui est récupérée à la sortie de cette turbine est liquéfiée au contact d'un troisième circuit, qui est le circuit vert, et qui est un circuit de refroidissement. Donc, ce circuit de refroidissement, il a besoin d'une source froide. Donc, ça peut être la mer si la centrale est située en bord de mer, ou ça peut être une tour aérofrigérante si c'est en bord de rivière. Alors, j'ai mis à droite les conditions de fonctionnement d'un réacteur en conditions nominales. Donc, la pression du circuit primaire, 155 bars, donc ça veut dire que l'eau est liquide pour une température d'environ 300 degrés, avec une différence de 30 degrés entre la branche froide et la branche chaude du cœur, c'est-à-dire la température d'entrée du cœur et la température de sortie de cœur. Et puis une pression de 67 bars de fonctionnement pour le circuit secondaire, avec une température de 280 degrés. Alors, ça, c'est juste, si vous avez besoin de garder cette transparence, c'est l'ensemble des matériaux qui sont dans un réacteur nucléaire, circuit primaire et circuit secondaire. Donc, il y a énormément d'alliages d'acier différents, avec des nuances. Bon, vous voyez l'étendue des nuances qu'on peut rencontrer, qui sont en fait choisies en fonction des caractéristiques de fonctionnement des aciers et de leur position dans le réacteur. Alors, si après on dérive ça en éléments chimiques principaux, pour le circuit primaire, on a essentiellement le combustible, donc de l'uranium et de l'oxygène. Donc, ça peut être aussi avec du plutonium si on considère du combustible MOX. Le gainage du combustible, qui est un alliage de zirconium. Les matériaux de cuve et d'interne de cuve qui sont donc fer, chrome, nickel. Et puis des barres de commande qui servent à piloter le réacteur, qui sont dans les réacteurs de 900 MW des barres constituées d'argent, de cadmium et d'anium. Et puis dans les 1300 MW qui sont un mix de ces barres-là et de barres de carbure de bord. Bien sûr, en quantité beaucoup moins, vous avez tous les éléments d'alliage des gaines et des aciers. Par exemple, pour le zirconium, vous avez l'étain, pour le zircaloy 4. Et puis les produits de fission et d'activité qui vont être générés par la réaction nucléaire. Alors, les éléments principaux de structure dans le cœur, donc vous avez la cuve qui est en acier faiblement allié. À l'intérieur de la cuve, vous avez des assemblages combustibles, donc qui font des espèces on va dire, des parallélépipèdes de 17 par 17 crayons combustibles, qui sont formés, qui sont en fait regroupés en fait par des grilles que vous voyez qui enserrent en fait ces assemblages. Et puis par-dessus ces crayons combustibles, vous avez ce qu'on appelle des grappes de commande. En fait, ces grappes de commande, elles servent à piloter le réacteur, la puissance du réacteur ou à l'arrêter. Et elles sont susceptibles de descendre ou de monter en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, si on veut arrêter le réacteur, on va descendre la grappe de commande. Et si on veut faire fonctionner le réacteur à plus forte puissance, on va remonter la grappe de commande. Et dans ces grappes de commande, il y a les fameux alliages absorbants qui vont permettre d'absorber le neutron et donc de contrôler la puissance du réacteur.
Dans ces assemblage combustible, il y a les crayons, et ces crayons, donc c'est des éléments qui sont constitués d'un empilement de, de pastilles d'UO2 qui font à peu près 4 mètres, c'est donc les crayons, et qui sont gainés en alliage de zirconium. Alors, la cause d'un accident, en fait, c'est le déséquilibre entre la puissance générée dans le cœur et la puissance extraite. Donc, en fait, en conditions nominales, la puissance extraite, la puissance générée dans le cœur, elle est égale à la puissance extraite. Et la puissance, alors je me suis trompé, c'est le P. La puissance générée, c'est la masse fois. Donc, la masse, c'est la pompe, en fait, qui va faire tourner l'eau dans le circuit primaire. Donc, le CP, et puis la température de sortie du cœur, moins la température d'entrée du cœur. Alors, en conditions incidentelles ou accidentelles, ce que vous avez, c'est que la puissance générée dans le cœur, elle est supérieure à la puissance extraite. Et la conséquence, c'est une augmentation des températures du cœur du réacteur. Alors, vous avez deux grandes catégories d'accidents. Si la puissance augmente, c'est ce qu'on appelle des accidents d'insertion de réactivité, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, votre grappe de commande, elle est remontée de façon intempestive, et vous avez une augmentation de la réactivité du cœur, et votre puissance, vous avez une augmentation de puissance dans le cœur. Vous pouvez avoir aussi une diminution en fait, de la puissance extraite, et ça, c'est des accidents, ce qu'on appelle de perte de refroidissement. C'est-à-dire que vous refroidissez pas assez le cœur. Alors nous, on va regarder, dans le cadre de la présentation, on va regarder plutôt des accidents de perte de refroidissement. Donc en fait, il y a deux, on va dire, il y a différentes catégories d'accidents de perte de refroidissement, mais on peut avoir une perte, par exemple, si le M point il diminue, ça veut dire qu'on a une perte du refroidissement du circuit primaire. Par exemple, ça va être une brèche dans le circuit primaire, on va perdre de l'eau. Ou si vous avez la température d'entrée en fait de l'eau dans le cœur, c'est ce qu'on appelle une perte de source froide. Vous n'arrivez pas à refroidir votre cœur par les circuits secondaires et tertiaires du réacteur. Alors, il y a 4 barrières. En fait, on dit toujours qu'il y a 3, mais en fait, il y a 4 barrières au sens de l'INSAG, du rapport INSAG. Il y a 4 barrières dans un réacteur, et leur rôle, ça va être d'empêcher la dispersion des produits radioactifs en cas d'accident, notamment à l'extérieur de l'installation. Et ces barrières, on va donc interposer des barrières physiques entre les radioéléments et l'environnement pour confiner les matières radioactives. Alors la première, c'est la gaine du combustible, donc qui enserre en fait le combustible et les réactions de fission. La deuxième, ça va être le circuit primaire, donc qui est constitué de la cuve et des tuyauteries. La troisième barrière, c'est l'enceinte de confinement qui entoure le réacteur. Et puis, vous avez une espèce de barrière zéro qu'on oublie souvent, mais c'est le combustible lui-même. On verra à la fin de la présentation qu'il y a des actions qui sont actuellement faites sur cette barrière zéro pour essayer d'améliorer finalement la rétention des produits de fission dans cette barrière. Alors, les matériaux constitutifs de ces barrières, donc pour le gain de combustible, donc c'est des alliages de zirconium, comme je l'ai dit, donc ça c'est, on va dire, c'est plutôt de l'ancienne génération des alliages de zirconium, ce qu'on appelle le zircaloy 4. Et maintenant, on est passé à une nouvelle gamme une nouvelle génération d'alliages, maintenant il y a quelques années déjà, avec des alliages de novium qu'on peut trouver dans la littérature sous le nom un peu barbare de M5. Pour le circuit primaire, vous avez donc la cuve, qui est un acier faiblement allié. Donc, vous avez la composition, enfin, il est dénommé 16MND5 pour sa composition. Donc, l'ensemble des éléments d'alliage, carbone, manganèse, nickel, molybdène. Et puis, l'acier austéritique inox pour le circuit primaire et l'Inconel pour les générateurs de vapeur qui vont transformer l'eau en vapeur pour le circuit secondaire. Et puis, l'enceinte de confinement qui est en béton. Alors, il y a différents types de béton suivant les sites. Ça peut être des bétons siliceux, des bétons silico-calcaires ou des bétons calcaires. Et ça va dépendre un peu des carrières où sont pris
les différents constituants du béton pour fabriquer l'enceinte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un accident grave? Alors, un accident grave, c'est par définition ce qui conduit à la fusion d'une partie ou de la totalité du cœur. Alors, il est généralement initié par une perte de refroidissement pendant une longue période, conduisant la mise à nu du cœur. Euh, alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'accident grave est synonyme de la perte de la première barrière avec fusion du combustible. Ça veut dire que typiquement, on atteint des températures qui vont être supérieures à 2000 degrés, puisqu'on va fondre le zirconium. Alors là, il y a deux schémas sur transparent qui indiquent les différents phénomènes qui se produisent à partir du moment où on perd le refroidissement. Donc, vous avez le niveau d'eau qui est représenté en bas par la bande bleue. Et puis au-dessus, donc, vous avez perdu le refroidissement, donc vous êtes en vapeur d'eau. Et donc, vous allez avoir une succession de phénomènes qui vont conduire d'abord à l'oxydation des gaines. Et donc, c'est une réaction qui est entre le zirconium et la vapeur d'eau. Cette oxydation des gaines, elle peut produire une dégradation des gaines par fluage. Et puis, vous pouvez avoir une rupture de ces gaines avec un relâchement des produits de fission depuis le combustible à l'extérieur de ces gaines dans le canal réfrigérant. Et puis, si vous continuez, vous allez avoir une interaction entre le combustible et la gaine à l'interface entre le combustible et la gaine, entre le combustible et le matériau métallique qui n'est pas oxydé, qui arrive en général aux alentours de 1800 degrés. Et puis, effectivement, une fois qu'on a atteint cette température, on fond le combustible et puis on dégrade complètement le cœur. À haute pression, les phénomènes sont un peu les mêmes, sauf que, effectivement, les réactions à l'état solide sont favorisées et donc vous allez avoir une dégradation du combustible plus précoce à basse température. Alors, les conséquences immédiates d'un accident, c'est une production importante d'hydrogène. Donc là, j'ai mis les réactions qui contribuent à la production d'hydrogène dans le cœur. Donc, l'oxydation du zirconium, comme je l'ai dit, avec un important dégagement d'énergie, l'oxydation des structures en acier, et puis l'oxydation du carbure de bord, qui produit beaucoup d'hydrogène, puisque vous voyez que pour une mole de carbure de bord, vous produisez 8 moles d'hydrogène, et puis qui est généralement assez exothermique. Alors, en dessous, il y a un tableau comparatif. Et ce qu'on peut voir de ce tableau, donc ça compare en fait ce qu'on peut théoriquement produire à partir de l'inventaire initial dans chaque type de réacteur. Et vous voyez qu'il y a entre les réacteurs français de 900 MW et les réacteurs BWR de 1300 MW, vous pouvez avoir un facteur 5 sur la production d'hydrogène. Et donc, en général, ce qui est généralement considéré, c'est que dans les BWR, il y a une production accrue. Les BWR, donc c'est les réacteurs à eau bouillante. Donc, il y a généralement une production accrue d'hydrogène potentiel par rapport aux réacteurs à eau sous pression qui sont sur le territoire français. Et les réacteurs à eau bouillante, c'est les réacteurs qui étaient à Fukushima. L'autre conséquence immédiate, c'est un relâchement des produits de fission volatiles en dehors du combustible. Alors, les premiers qui vont partir, c'est le xénon et le krypton, qui sont produits par la fission. Et puis d'autres produits plus ennuyeux, comme l'iode, le césium, le tellure, et puis d'autres encore. Alors, si on continue, si on perd la première barrière, s'il n'y a pas de retour d'eau, on va avoir une fusion progressive du cœur, parce qu'on va être dans l'impossibilité d'évacuer la puissance chimique générée par l'oxydation. Et puis la puissance résiduelle, parce qu'il faut savoir que le cœur, là, il est arrêté, mais il continue à produire de la chaleur par réaction de fission. Et on va atteindre donc, la fusion des métaux jusqu'à 1760 degrés, qui est la fusion du zirconium. Donc, quand j'entends fusion des métaux, donc c'est la fusion des barres de commande, la fusion des structures en acier,
et avec possiblement des interactions eutectiques entre les métaux. Et puis, si on retrouve toujours pas l'eau, on va pouvoir aller jusqu'à la fusion des oxydes. Donc, le premier oxyde qui va fondre, c'est l'oxyde de zirconium qui s'est formé sur les gaines par oxydation, et puis éventuellement la fusion du combustible. On va aussi commencer à relâcher des produits, ce qu'on appelle des produits qui sont semi-volatiles, donc le molybdène, le barium, le strontium, et dont la volatilité va dépendre un peu du potentiel d'oxygène. Si on est en condition très réductrice, on va relâcher du barium, du strontium. Si on est en condition plutôt oxydante, on va relâcher du molybdène. On peut être en condition réductrice parce que en fait, dans un accident grave, en fait, comme on produit beaucoup d'hydrogène, localement, on peut avoir des conditions qui sont très réductrices, même si il y a beaucoup de vapeur d'eau dans le système. Alors, ça, c'est là, je vais vous montrer une progression schématique de l'accident. C'est absolument schématique avec la perte successive des barrières. Donc, la perte première barrière, donc c'est la fusion des crayons combustibles. Donc, comme on l'a vu avec production d'hydrogène et relâchement du produit de fission dans la cuve, puis dans l'enceinte par la brève du circuit primaire. La perte de la seconde barrière, donc on va former un espèce de magma qui englobe l'ensemble des matériaux fondus de la cuve, donc qu'on appelle le corium, et qui va venir interagir avec le fond de la cuve. Et il est possible qu'on ait une rupture de cuve par interaction avec le corium et que le corium se retrouve dans la cavité qui est sous la cuve, qui s'appelle. Et là, on démarre une interaction entre le corium et le béton. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interaction corium-béton. Et puis, on peut avoir éventuellement une défaillance de la troisième barrière, soit par interaction corium-béton ou par d'autres modes de défaillance. Et là, ces phénomènes-là, donc notamment l'interaction corium-béton, donc va contribuer à générer des gaz dans l'enceinte, à faire monter la pression dans l'enceinte, et éventuellement, on va être obligé d'éventer l'enceinte pour faire diminuer la pression, et en éventant l'enceinte, on va relâcher des produits de fission dans l'environnement. Alors, la problématique particulière des produits de fission. En fait, les produits de fission vont être classés en deux classes, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux critères principaux qui vont permettre de les classer. Le premier, c'est l'impact dosimétrique en cas de rejet dans l'environnement. Donc ça, l'impact dosimétrique, il varie en fonction de la période de décroissance du produit de fission et de la nature du rayonnement émis par le produit de fission, que ce soit alpha, bêta, gamma. Donc là, on voit sur ce graphe, en fait, le poids de chacun des produits de fission sur l'impact dosimétrique. Et on voit, donc, il y a un élément qui domine tous les autres, c'est l'iode, qui a le poids principal sur l'impact dosimétrique au poumon. Voilà. Donc, puis il y en a d'autres, le tellure, donc c'est les produits de fission volatiles, et puis le ruthénium et le molybdène. Et puis le deuxième critère, c'est la contribution à la puissance résiduelle générée dans le combustible, dans le corium. Alors il faut voir que les produits de fission qui ne sont pas rejetés en dehors de l'installation, ils vont rester dans le corium, et ceux-là, ils vont générer de la puissance. Et cette puissance résiduelle, et l'évolution de cette puissance résiduelle, elle va influer sur la progression de l'accident. Donc là, vous avez sur ce graphe, en fait, l'impact des différents produits de fission sur la puissance résiduelle. Donc vous avez le lantane, le neptunium, l'yttrium, l'iodium, le strontium, donc un certain nombre de produits de fission. Et puis cette puissance résiduelle, elle n'est pas constante, elle va décroître au fil du temps. Et donc là, c'est en fait la puissance résiduelle au début d'un accident de type grosse brèche, c'est-à-dire qu'on a une grosse brèche sur le circuit primaire. Alors, les trois accidents du nucléaire civil sur les réacteurs, vous les connaissez sans doute, c'est Three Mile Island aux États-Unis en 1979. Donc, on a eu la perte de la première barrière, c'est-à-dire la gaine, et on a eu une intégrité préservée de la cuve avec un rejet mineur de radioactivité dans l'environnement. Et puis deux accidents beaucoup plus, on va dire, aux conséquences beaucoup plus importantes. Tchernobyl en Ukraine, en fait,
et Fukushima au Japon en 2011, avec la perte des 3 barrières et un rejet massif de radioactivité dans l'environnement. Alors, les principaux problèmes de sûreté à résoudre pour nous, c'est combien de produits de fission sont libérés, en particulier l'iode, qui porte la majeure partie de la dose à court terme, quelle est la quantité d'hydrogène générée par l'oxydation du cœur par la vapeur, quelle est la quantité de corium déplacée vers le plénum inférieur de la cuve, quel est le comportement mécanique du fond de cuve lorsque le corium est en contact avec elle, et est-ce qu'on peut arrêter la progression de la fusion du cœur, soit avec une réalimentation en eau à l'extérieur de la cuve, soit à l'intérieur de la cuve. C'est un peu les questions c'est un peu notre pain quotidien, c'est les questions auxquelles on doit répondre. Alors, comment y répondre? Eh ben, en faisant des expériences. Alors, on fait des expériences, alors pas à échelle réelle, bien sûr. On a fait quand même tout un programme d'expérience sur le programme Phébus, qui est un programme qui est censé simuler un accident d'un réacteur à l'échelle 1/5000e, où en fait, on va simuler ce qui se passe lors d'un accident depuis la fusion du cœur jusqu'au relâchement des produits de fission à travers le circuit primaire, puis dans l'enceinte. Donc, il y a eu 4 essais. Et là, vous voyez un peu l'état final des 4 essais, avec en gros une cavité au milieu qui est la dégradation du cœur initial, et puis le corium qui s'est relocalisé en fond de dispositif d'essai, et puis en haut des crayons intacts qui ont subi du dommage, mais qui sont encore là. Et puis, on va développer des codes qui sont censés prendre en compte l'ensemble des phénomènes qui se passent dans un accident grave. Donc, j'irai pas trop dans les détails. Je mentionnerai seulement deux modules, en fait. Un module qui s'appelle ICAR, qui est censé simuler la dégradation du cœur en cuve. Et puis MEDI6 qui simule l'interaction entre le corium et le béton. Et pour ces 2 modules, on développe des bases de données thermodynamiques en appui à la modélisation du comportement du corium. Alors, la base de données, donc le corium, en fait, c'est un matériau de température supérieure à 2000 degrés. Et en fait, on fait une hypothèse de mise à l'équilibre assez rapide, qui est une hypothèse assez raisonnable compte tenu des températures qu'on a. Et on a développé une base depuis 1988 en collaboration avec le CIMAP, notamment Evelyn Fischer, qui permet de traiter l'ensemble des applications en lien avec le corium. Et donc, ça contient l'ensemble des éléments les plus importants pour ces simulations. Tous les éléments qui sont liés en fait au crayon combustible, aux barres de contrôle, aux structures en acier, aux éléments du béton, et puis les produits de fission non volatiles, ce qui contribue à la puissance résiduelle, et puis l'hydrogène pour la partie gazeuse. On a ajouté récemment le plutonium, et puis on est en cours d'ajout du césium et du molybdène, et le futur, ce serait ajouter le cérium. Alors, juste pour vous donner une idée du travail que ça représente, hein, donc vous voyez un peu le nombre de systèmes binaires qui ont été optimisés, de systèmes ternaires qui ont été optimisés. Donc, c'est un travail considérable, hein, puisque ça fait plus de 30 ans que ça dure, donc c'est un travail colossal. Alors, il faut voir que nous, dans la production des données thermodynamiques, la complétude nucléaire n'est pas un objectif majeur. En fait, nous, on utilise ces outils et notre objectif principal, c'est d'avoir une confiance dans la réponse globale de nos bases de données. Et c'est des études de R&D ou de sûreté qui vont permettre d'identifier les questions clés sur lesquelles les efforts d'amélioration vont porter. Soit les nouvelles conditions à regarder, soit le poids de certaines propriétés. Et donc, je vais détailler 4 exemples où la thermodynamique a joué un grand rôle pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Alors, les 4 exemples, donc je les ai mentionnés là, c'est lié en fait au renforcement des barrières. Donc, c'est une démarche qui est entreprise depuis l'accident de TMI2. On a cherché à renforcer les barrières pour éviter que effectivement la contamination se retrouve dans l'environnement. Donc, c'est lié à l'alcalinisation des puisages, je vais en parler, la rétention du corium dans la cuve,
le gainage tolérant aux accidents qu'on appelle les ATF, et puis le combustible dopé chrome. Alors, sur une enceinte, il y a 5 modes de défaillance qui ont été, en fait, on va dire, qui ont été listés. Il y a le risque de défaillance de l'enceinte de confinement du fait d'une explosion de vapeur dans la cuve. Vous pouvez avoir un défaut d'étanchéité de l'enceinte du confinement présent au début de l'accident ou rapidement induit par celui-ci. Pour avoir une perte d'étanchéité due à une explosion d'hydrogène dans l'enceinte, puisqu'on va produire beaucoup d'hydrogène. Vous avez une perte d'étanchéité par la traversée du radier par le corium, donc ça c'est l'interaction corium-béton. Et moi j'ai parlé du dernier mode, c'est la mise en surpression de l'enceinte conduisant à une perte d'étanchéité. Alors en fait ce qui se passe, c'est que quand on monte comme l'enceinte monte en pression durant l'accident du fait de la génération de vapeur d'eau et de gaz issus de la décomposition du béton suite à l'interaction corium-béton, la pression dans l'enceinte va monter et il y a une pression de dimensionnement qui est une pression de 5 bars. Et quand la pression s'approche de 5 bars, on va éventer l'enceinte pour faire diminuer la pression. On fait des rejets filtrés, c'est-à-dire qu'il y a un système qui va filtrer ce qu'on rejette à l'extérieur. Ce système, il est assez efficace pour les aérosols, mais il y a une très faible efficacité pour l'iode gazeux inorganique dont on a vu qu'il portait un poids très important sur la dose au poumon, et puis sur l'iode organique qui est sous forme iodure de méthyle. Alors, ce qui a été observé, c'est qu'il y avait un rôle bénéfique de l'argent sur la réduction de l'iode dans la phase gazeuse de l'enceinte. Alors en fait, l'argent, il est présent dans les barres de commande, comme je l'ai dit. Donc en fait, là, c'est le système de l'araignée. Donc c'est une espèce d'araignée qui rentre dans le cœur combustible et qui va permettre de piloter via les barres de commande la puissance du réacteur. Et une barre de commande, c'est fait comme ça. Donc en fait, il y a un cœur au milieu qui est fait d'un alliage métallique à base d'argent, entouré par un acier inoxydable et puis un tube guide en zircaloy. Alors, en conditions accidentelles, l'argent il se vaporise depuis le cœur et puis il va vers l'enceinte. Voilà. Donc la question c'était, donc comme je vous ai dit, il a un rôle bénéfique, l'argent sur l'iode, via 2 réactions, puisque en fait, l'argent va s'associer à l'iode pour former de l'AGI solide. Et cet AGI solide, en fait, il va aller se sédimenter dans ce qu'on appelle le puisard. En fait, le puisard, c'est une zone en fait qui est en bas du réacteur où il y a de l'eau en fait qui s'est accumulée en fait. Et donc cet argent va permettre de piéger l'iode en fait dans cette phase d'étude. Alors, la question qui s'est posée, c'était quelle est la quantité disponible d'argent dans le puisard, et donc celle qui pourrait potentiellement relâcher depuis le cœur. Donc en fait, on n'avait pas de données permettant d'évaluer l'évaporisation d'argent depuis l'alliage absorbant. Et il y a des travaux qui ont conduit à l'IRSN avec le support d'un certain nombre de laboratoires qui sont mentionnés à gauche du slide. Et puis également regarder tout ce qui est rôle du zirconium sur la volatilité, puisqu'on s'attend à ce que le zirconium puisse réduire notablement la volatilité en fait depuis le cœur. Et donc il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits sur des systèmes chimiques comme argent-zirconium, indium-zirconium, et puis le système oxyde IN2O3 Z02. Donc là, c'est des mesures qui ont été faites à Marseille en calorimétrie, donc essayer de mesurer l'enthalpie de mélange du liquide pour avoir accès en fait au coefficient d'activité de l'argent dans les mélanges liquides, et puis des déterminations de température de liquidus par ATD, qui m'a permis d'avoir accès à une modulation. Et là, à droite, j'ai mis une comparaison avec ce qui existait en littérature au démarrage de cette étude, avec la nouvelle modulation. Donc, la modulation de Desgranges est complètement à droite. Et puis, celle qu'on a obtenue est un peu plus à gauche. Et on voit que la zone biphasée est un peu plus étendue.
Alors, en fait, la conclusion de cette étude, c'est qu'on n'a pas été en mesure de garantir que l'argent relâché depuis le cœur suffise à piéger l'iode dans le puisard. En fait, on a de l'ordre de 10 à 15% de l'inventaire en argent qui est relâché depuis le cœur. Et alors, ce qui est quand même a été fait, c'est que il a été préconisé d'alcaliniser le puisard, c'est-à-dire de mettre des palmiers de tétraborate qui vont basifier le puisard. Donc, vous avez à droite le diagramme de Pourbet en fait de l'iode. Et en conditions acides, en fait, vous avez la possibilité de proposer du I2, alors qu'en conditions basiques, en fait, l'iode va rester en solution dans l'eau. Donc, ça fait partie des modifications qui vont intervenir dans les visites décennales qui sont actuellement en cours sur les réacteurs français. Et puis, il est observé d'autres phénomènes qui entrent en jeu pour la production d'iode volatile, notamment la phase gazeuse. Et il y a tout un travail qui a été fait à l'IRSN sur essayer d'améliorer la filtration, c'est-à-dire essayer d'ajouter quelque chose en parallèle des filtres à sable hein, qui sont actuellement sur les centrales, qui ne peuvent piéger que les aérosols et qui seraient susceptibles de piéger, qui piéger les formes volatiles. Donc il y a un travail sur les MOF et puis sur les éolites. On peut donc un deuxième renforcement qui a été regardé, c'était de renforcer la deuxième barrière. Donc l'idée qui est venue aux gens, c'était de stabiliser le corium. Donc là, vous avez deux stratégies possibles. La première, c'est laisser le corium traverser la cuve pour s'étaler sur une surface prévue à cet effet dans l'enceinte du réacteur. Et puis, une fois qu'il est étalé, noyer le corium d'eau pour le refroidir. Donc ça, c'est la stratégie qui est adoptée sur le réacteur EPR en cours de finalisation en France. Et puis, il y a d'autres gens qui ont pensé qu'on pourrait retenir le corium au fond de la cuve en injectant de l'eau autour de celle-ci pour refroidir la paroi externe et éviter qu'elle se perce. Et on va donc extraire la puissance réduite par évacuation de l'eau et circulation naturelle associée. Donc ça, c'est des réacteurs de 1000 MW qui sont ou plus de conception américaine ou de conception chinoise. C'est un système qui est moins cher que le premier, mais il y a un risque. C'est le risque d'explosion vapeur en cas de rupture de la cuve. C'est-à-dire que si le corium tombe dans l'eau, on peut avoir une explosion vapeur avec des conséquences très, très importantes sur la tenue de l'enceinte. Donc, ça requiert de calculer des marges de sûreté. Alors, si on regarde le corium au fond de cuve, il contient 4 éléments, on va dire en gros. Il contient l'uranium, l'oxygène, le zirconium et l'acier. Et en fait, dans les systèmes uranium, oxygène, zirconium, fer, oxygène, zirconium, il y a, ou fer, oxygène, uranium, il y a des lacunes de miscibilité entre des liquides oxydes et des liquides métalliques. Donc, en termes de phénoménologie au fond de cube, ce qui va se passer, c'est avoir une séparation des phases avec les métaux d'un côté et les oxydes de l'autre, avec les métaux au-dessus qui sont plus légers et les oxydes de l'autre qui sont plus denses, donc au fond de la cuve. Alors, la problématique qui se pose, c'est ce qu'on appelle l'effet de focalisation de chaleur, c'est-à-dire qu'en fait, la puissance résiduelle est majoritairement générée dans l'oxyde, mais la couche conductive, c'est la couche métallique. Et donc, si cette couche métallique est fine, vous pouvez avoir une concentration de chaleur au niveau de cette couche métallique et que vous pouvez ne pas arriver en fait à extraire la puissance qui est générée, la chaleur qui est générée dans cette couche métallique et donc à faire fondre la cuve. Et donc, la question, c'était comment calculer en fait ce transfert de chaleur dans cette couche métallique pour évaluer la stratégie de rétention du corium en cuve. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, c'est la démarche schématique pour le calcul du transfert de chaleur. En fait, on a besoin de savoir quelle est la puissance résiduelle qui est dans le corium. Ça va donner en fait la chaleur qui est résiduelle dans le phase. Et puis, vous avez besoin de savoir en fait quelles sont les phases qui se forment et quelle est la composition de ces phases. Et donc là, la thermo, elle apporte beaucoup d'informations, puisque à partir d'une température, d'une composition de corium avec les différents éléments puis les produits de fission, vous allez pouvoir calculer la masse et la composition de la phase métallique qui surnage, la distribution des produits de fission dans chacune des phases qui va vous donner accès à la puissance résiduelle de chaque phase, la densité. Donc, je vous encourage à voir le prochain webinaire qui vous parlera des propriétés physiques du corium par Caroline Denier. Et puis, une fois que vous avez la densité, vous êtes capable de calculer l'épaisseur de la couche métallique, puisque plus cette épaisseur va être fine, plus le flux va être concentré en fait sur une
une hauteur très faible, plus le risque de percement de la cuve va être important. Alors, donc ça, c'est des comparaisons entre des essais Corium qui ont été réalisés en Russie à plus de 2500 degrés en creuset froid, avec une comparaison de composition de la phase métallique qui a été mesurée après essai et une comparaison avec la base nucléaire. Donc, vous voyez un bon accord en fait. Donc, sur l'axe des abscisses, vous avez en fait la masse d'acier sur la masse de corium initiale. Et puis, sur l'axe des ordonnées, vous avez la composition en fait en uranium, zirconium et fer. Donc, vous avez un bon accord global en fait entre les prédictions de la base et puis les essais qui ont été réalisés. Et c'est des systèmes qui sont des systèmes que j'ai montrés là, qui montrent la luminosité, sont des systèmes relativement, même très compliqués à étudier du point de vue expérimental. Et il y a des travaux actuellement en cours à l'IRSN pour essayer d'améliorer en fait les systèmes binaires et les systèmes ternaires, notamment uranium-zirconium, fer-zirconium, fer-zirconium-oxygène, et puis des systèmes qui impliquent également le chrome, qui ont été récemment étudiés dans la thèse de Q en 2023. Et puis, vous avez, comme je vous ai dit, accès avec la base de données comment dire, à la répartition des produits en fait, entre l'oxyde et le métal. Et globalement, en fait, si on regarde les résultats, vous avez le ruthénium et les molybdènes qui sont plutôt dans la phase métallique, le strontium, barium et l'antane qui sont plutôt dans la phase oxyde, et ça vous permet de calculer la puissance résiduelle dans chacune des phases, et donc avoir une bonne estimation en fait des flux à extraire. Alors la conclusion, c'est que on a identifié, en fait, avec ces calculs thermodynamiques, on a pu, et puis des essais qui ont été réalisés, il y a une configuration critique qui est une configuration critique avec le métal lourd, puisque la vision conventionnelle, c'est d'avoir le métal léger au-dessus, puis les oxydes en dessous. En fait, on pourrait avoir des configurations transitoires avec trois phases, en fait, avec les métaux légers, les oxydes, et puis un métal lourd en dessous. Et en fait, ce métal lourd, il réduirait d'autant en fait l'épaisseur de la couche qui surnage, en fait. Et ces situations transitoires, en fait, elles sont possibles si on a beaucoup de zirconium métallique dans le corium. Puisque, en fait, le zirconium métallique va réduire le dioxyde, le combustible, et donc va faire précipiter, enfin, pas précipiter, mais va faire transférer de l'uranium dans la phase métallique, et donc va la densifier, et donc vous allez avoir une partie de la phase métallique qui va aller en fond de cuve. Donc, en fait, la conclusion des études, c'était que les marges de sûreté pour les réacteurs de forte puissance, de l'ordre de 1000 MW, étaient correctes si on dispose d'une masse d'acier suffisante, puisque si on a une masse d'acier suffisante, on est capable, en fait, finalement, la couche qui surnage, en fait, elle va être assez épaisse, donc on va pouvoir répartir le flux de chaleur sur une hauteur plus importante. Ou si on dispose de réserves d'eau permettant de différer la fusion du cœur et donc de diminuer la puissance résiduelle qui est à extraire en fait de ce corium en fond de cuve. Maintenant, je vais parler je sais pas où j'en suis en temps. Je sais plus, il me reste pas beaucoup. Donc, je vais parler des gainages, des gainages tolérants aux accidents. Donc, en fait, suite à Fukushima, les gens se sont posé la question, est-ce qu'on pourrait pas renforcer la première barrière, c'est-à-dire le gainage? Alors, en fait, si on fait quelques calculs, on montre qu'en fait, dans certains scénarios, il peut y avoir on peut ne disposer que très peu de temps avant le découvrement complet du cœur par l'eau. Là, il y a des temps qui sont indiqués. Donc, vous voyez, entre le début du découvrement et la fin du couvrement, ça peut être de l'ordre de quelques dizaines de minutes. Donc, l'idée des gens, c'était de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas retarder en fait l'entrée en accident grave? Alors, il y a des concepts qui sont actuellement en développement. Et en France, on développe un alliage de zirconium qui serait revêtu avec une couche de chrome pour améliorer en fait la résistance à la corrosion, notamment en dessous de, on va dire, 1200 degrés Celsius. Donc, c'est un concept Framatome. Donc, en fait, on montre en fait que ce comportement est effectivement meilleur que le zirconium classique jusqu'à 1300 degrés.
Et puis à 1300 degrés, en fait, on a une espèce d'emballement. En fait, vous voyez sur la courbe en haut à droite, au-dessus de 1300 degrés, vous avez un emballement en fait de l'oxydation par rapport à la courbe de référence, qui est la courbe de Zircaloy 4, qui est la courbe avec les points bleus. Et on soupçonne qu'il y a une perte du caractère protecteur du dépôt de chrome, donc liée en fait à un eutectique entre le zirconium et le chrome qui est à peu près qui est entre 1300 et 1350 degrés. Donc les questions qui se posent sur ce type de combustible, c'est finalement on va pouvoir atteindre des températures relativement hautes sans couche de passivation. Donc si on renvoie de l'eau sur des couches qui sont sur des gaines qui sont relativement qui sont assez métalliques, est-ce qu'on va pas produire beaucoup d'hydrogène avec des problématiques d'explosion d'hydrogène. Et puis de regarder. Donc en fait, ça a posé la question de regarder, de réétudier en fait les systèmes zirconium-chrome et zirconium-chrome-oxygène pour avoir une indication notamment des critères de dégradation à prendre en compte dans les codes accidents graves. Et donc à droite en bas, vous avez l'ensemble des incertitudes qu'il y avait sur le système zirconium-chrome, avec notamment une incertitude de l'ordre de 100 degrés sur la température eutectique du côté riche en zirconium. Donc, il y a un travail qui a été conduit à l'IRSN, c'est dans le cadre de la thèse de QI, et dans laquelle on a remesuré les invariants du système, en particulier la température eutectique, qui est à 1345. On a identifié l'ensemble des structures et puis les propriétés thermodynamiques de la phase intermédiaire qui est zirconium chrome 2 qui se forme en conditions nominales entre le substrat et puis la couche de revêtement. Et puis déterminer également les solubilités dans les solutions solides terminales. Et puis, on a regardé, on a réétudié le système chrome-zirconium-oxygène qui avait été étudié par le passé par un seul auteur. Et là, on a l'ensemble du diagramme à 1500 degrés et on voit si on compare avec l'étude précédente qui est à droite, on a une zone liquide qui est complètement collée à zirconium-chrome, qui est un peu plus faible que celle qui était prévue par les auteurs précédents. Alors, les conclusions provisoires, c'est que, donc là, pour l'instant, on fait que des calculs provisoires, puisque on n'a pas vraiment commencé à regarder ces systèmes de gainage tolérant aux accidents, puisqu'ils n'ont pas été implémentés dans les centrales actuelles. Mais ce qui peut être anticipé, c'est une réduction de l'hydrogène produit pour les scénarios dits de petites brèches. Donc, les petites brèches, c'est 50 mm, beaucoup plus significatif pour les scénarios dits de grosses brèches, les ruptures guillotine. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez une rupture guillotine, le scénario est tellement rapide, finalement, que l'influence de votre gainage joue pas trop, en fait. Mais par contre, vous pouvez avoir un corium beaucoup plus métallique, puisque finalement, vous allez beaucoup moins oxyder sur les scénarios petites brèches, et donc avec une possibilité accrue de configuration à 3 couches dont j'ai parlé précédemment, et donc un risque plus important de fusion, on va dire, de fusion de la cuve. Et puis, quel est l'impact de la masse additionnelle de chrome sur la stratification? C'est des choses qui n'ont pas été vraiment regardées. Également, l'impact de la vaporisation du chrome sur le transport et fission, notamment le césium, puisqu'on sait que des chromates de césium peuvent se former. Est-ce que ça a un impact sur la chimie de l'iode et sur le transport de l'iode dans le circuit primaire jusqu'à l'enceinte? Donc actuellement, il y a une évaluation critique qui est en cours sur les gaz, notamment sur un système CROH qui est fait au CIMAP. Dernier slide sur le renforcement de la barrière zéro, hein, comme j'ai dit. Donc, en fait, il y a actuellement des travaux qui sont bien avancés, puisque c'est des choses qui ont été conduites au CEA depuis assez longtemps, puis à Framatome. C'est essayer de retenir les produits de fission à l'intérieur du combustible. Donc, l'idée, c'est de grossir les grains. Alors, si on grossit les grains, les produits de fission qui sont créés à l'intérieur du grain, en fait, ils ont plus de distance à parcourir pour arriver au joint de grain et pour être éventuellement relâché. Donc ça, c'est quelque chose qui est avéré pour les gaz de fission. Il y a la courbe à droite où on montre une différence de relâchement de gaz de fission pour du dopé et du non dopé, hein, pour le xénon et le krypton.
Mais il y a quand même des questions qui subsistent. Qu'est-ce qui se passe pour l'iode, le césium et le molybdène? Est-ce qu'on a une diffusion accrue due au chrome qui serait donc en fait à balancer avec la taille de grain? Donc là, c'est des couplages plus, on va dire, thermochimie et transport avec des problématiques de coefficient de diffusion. Donc ça, c'est une thèse qui est actuellement menée à l'IRSN par Théo Roubil. Et puis, il y a une ANR Beneficia qui regarde ces problèmes avec différents acteurs, dont le CEA, Framatome, et puis l'Université de Lyon, et puis d'Orsay. Et puis également l'interaction combustible dopé gain. Est-ce que le chrome joue un rôle sur une dégradation précoce ou plus précoce que du combustible normal sur la gaine? Bon, je reconnais que j'étais un peu rapide. Donc, j'irai pour finir, je vais parler des spécificités de la thermodynamique pour les accidents graves. Donc, en fait, on a beaucoup d'éléments chimiques en général à considérer. Donc, parmi eux, des éléments radioactifs avec des contraintes spécifiques, hein, comme l'uranium. Certains demandent, comme le plutonium, demandent des installations tout à fait particulières que peu de laboratoires ont, donc c'est vraiment compliqué de travailler avec par exemple, ces éléments-là. On a des éléments qui sont très valides d'oxygène, donc des expériences toujours compliquées à réaliser, difficiles à dissoudre, donc qui posent des problèmes pour des bonnémaïques de calodissolution, par exemple. On a des différences de points de fusion qui peuvent être très grandes entre des éléments. Par exemple, si on regarde le système indium-zirconium, on a près de l'ordre de plus de 1000 degrés de différence en termes de points de fusion. On a des domaines de composition étudiés qui sont ni métal ni oxyde, qui peuvent être entre les deux, donc c'est assez compliqué à regarder, comme le système uranium-oxygène-zirconium. On a la thermodynamique haute température, avec différentes problématiques expérimentales, choix du creuset, mesure de température. Donc, il y a des développements de nouveaux dispositifs qui ont eu lieu ces dernières années, enfin, ces 20 dernières années pour s'affranchir certaines difficultés, comme l'autocreuset, la lévitation, le creuset froid. Et puis, en parallèle, il y a eu le développement de grosses bases de données thermodynamiques, donc plus de 20 éléments pour Nucléa. C'est un travail de longue haleine, hein, démarré en 88 à l'IRSN avec Grenoble. On a la chance en France d'avoir les deux seules bases au monde qui traitent de ces problèmes, avec donc Nucléa et puis Tafaidi, moi, donc j'ai pas peur de dire que j'ai mis OCDE, mais plutôt CEA qu'OCDE, je dirais. C'est une base vraiment dont l'idée de cette base vient du CEA. Donc, on mène des benchmarks entre les bases, entre ces deux bases, pour voir un peu où sont les points faibles et quelles sont les expériences à faire. Et puis, compte tenu de toutes ces difficultés, ben, il y a une nécessité impérieuse de travailler en réseau et j'en profite pour remercier les créateurs du réseau du GDR Thermat au début, puis d'Aftermat, puisque ça a permis de faire connaissance de plein de gens qui sont intervenus dans tous ces travaux et qui ont permis d'améliorer la connaissance pour la thermodynamique des accidents graves, notamment à l'IRSN. Et puis, ce réseau, c'est tous ces gens. Donc, voilà, j'espère que je n'ai pas oublié. Et puis, je finis sur ce transparent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marc, pour cette revue très complète sur les accidents graves et sur les scénarios et les différents niveaux de barrières. Donc maintenant, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de poser des questions. Je vois qu'il y en a une dans le fil de discussion et je vais peut-être en profiter également. Moi, j'ai une question. Tu parles des barres de commande et des alliages AIC, argent, indium, cadmium. Peut-être un peu au-delà de ce que tu as présenté ici, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas énormément de R&D pour faire évoluer la composition de ces barres, comme il peut y en avoir sur le combustible ou sur le gainage. Donc, j'aurais voulu avoir quelques mots, ton avis. Peut-être qu'il y a de la R&D qu'on ne connaîtrait Ouais. pas, je ne sais pas. Alors, en fait,
Actuellement, il faut voir dans la dégradation, comme les barres de contrôle sont d'origine métallique, donc en fait, elles vont se dégrader très tôt dans un scénario accidentel. Donc comme elles sont à bas point de fusion, elles vont tomber très bas dans le cœur. Et elles vont, qu'il y ait le mélange total avec la dégradation, avec le cœur, ça va prendre un certain temps. Donc l'idée des gens, c'était de dire, on va essayer de faire des barres de contrôle. Donc c'est actuellement l'idée qui est en vogue, on va dire. Donc il y a de la recherche qui est faite notamment au Japon. L'idée, c'est de faire des barres de contrôle qui se dégraderaient en même temps que les crayons. Et donc, s'ils se dégradent en même temps que les crayons, on va retrouver en fait les barres de contrôle dans le corium. Et donc, on va réduire en fait, on va réduire tous les phénomènes, on va absorber un certain nombre de réactions. On va réduire aussi les problèmes de retour, ce qu'on appelle les problèmes de retour en criticité, qui sont assez problématiques, c'est-à-dire si le cœur se remet en criticité. Donc, il y a des travaux. Alors, les alliages qui sont considérés, c'est des alliages à base d'oxyde d'europium, oxyde de zirconium, oxyde de hafnium, oxyde de zirconium. Voilà. Donc, c'est ça il y a un essai qui va avoir lieu début 2024 avec des crayons de type ATF avec des barres de contrôle dans ce dispositif expérimental, je crois, oxyde d'europium, oxyde de zirconium. Donc, Ok, merci. c'est plutôt au Japon, c'est plutôt au Japon. Hein. Ok, merci beaucoup, Marc. Donc, du coup, ça me permet de rebondir sur la question de Rémi Clavier, qui pose la question de savoir, suite à ta présentation sur les différentes configurations entre les AIC et puis le B4C, comment explique-t-on la production plus importante d'hydrogène dans le cas des réacteurs bouillants? Alors, il y a beaucoup plus de zirconium. Il y a beaucoup plus de. En fait, la grosse différence en termes d'hydrogène, production d'hydrogène théorique, on va dire, entre les bouillants et les réacteurs à haute pression, c'est la masse de zirconium. En fait, dans un bouillant, en fait, les assemblages, ils sont insérés dans ce qu'on appelle des canisters, et ces canisters, ils sont en zirconium. Et donc, il y a beaucoup plus de zirconium dans un bouillant que dans un réacteur à haute pression. Il y a beaucoup plus d'acier dans un bouillant. Et en plus, il y a plus de B4C, puisqu'en fait, il y a pas d'argent, il n'y a pas d'alliage AIC, argent, indium, cadmium, dans les bouillants, c'est que du carbure de bord. Donc, globalement, en fait, tout va vers plus de production d'hydrogène dans les bouillants, on va dire. Ok, merci beaucoup. La conséquence, c'est qu'on va avoir des atmosphères plus réductrices, puisqu'en fait, on va produire beaucoup plus d'hydrogène. Et comment donc, en fait, on risque de ne pas avoir assez d'eau, entre guillemets, pour oxyder tout. Et donc, en fait, ce qui est observé à Fukushima, c'est pour l'instant, il n'y a pas de mesure vraiment qui indique ça, mais les premières indications, quand même, indiquent que tout le cœur n'a pas été oxydé. Il y a une partie du cœur qui reste sous forme métallique. Merci Marc. Une autre question de la part de Jean-Marc Joubert qui voudrait savoir quelles sont les épaisseurs typiques d'une part de la cuve et puis également de la partie enceinte en béton, notamment peut-être du radier Alors, ou du récupérateur de corps. alors l'épaisseur de la cuve, c'est 20 cm, de l'ordre de 20 cm. Voilà. Donc, en fait, là, pour la fusion de la cuve, on va regarder, en fait, l'épaisseur résiduelle qui reste après interaction avec le corium, et puis le chargement en pression qu'il peut y avoir dans la cuve, qui peut être de l'ordre de quelques bars. Donc, ça va être ça un peu comment on va évaluer les marges de sûreté. Pour le radier, c'est de l'ordre de 4 mètres. Alors, le radier ça va vous parler, le radier le moins épais en France, c'était Fessenheim. C'est pour ça que Fessenheim a été un peu la tête de turc des anti-nucléaires, puisqu'en fait, il avait un radier très très faible en épaisseur. Alors, il a été épaissi, mais après avoir été épaissi, le réacteur a été fermé. Mais ouais, c'est de l'ordre de 4 mètres, et on considère, en gros,
il faut qu'il reste ce qu'on appelle 1 mètre après pour que on considère que l'interaction corps-BD ne fragilise pas en fait l'ensemble de l'enceinte. On considère qu'il faut qu'il reste à peu près 1 mètre, ce qu'on appelle 1 mètre de béton structurel, un peu plus d'1 mètre de béton structurel, pour que voilà, c'est un peu la marge qu'on se fixe actuellement. Ok, merci. On a deux questions maintenant de Charles-André Gandin sur lesquelles nous allons finir ce séminaire. Donc, une première question concernant les produits de fission. Au-delà des produits de fission qui sont formés dans le combustible, n'est-il pas des produits de fission qui sont également créés à l'extérieur des crayons, notamment par interaction dans les circuits de refroidissement? Non, ça, non, 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 il n'y a pas de produits de fission qui sont créés dans le circuit de refroidissement. Non. Après, on a oui, il y a ils changent de nature puisqu'il y a des décroissances radioactives, mais non, il n'y a pas de produits de fission qui sont créés dans le circuit de refroidissement. Non. Et une deuxième question, lors d'un accident, comment connaît-on le potentiel de produit de fission qui peut encore être généré? Et notamment, est-ce que ça dépend de la durée de vie ou peut-être du burn-up des combustibles? Est-ce que c'est Ouais, pris en compte? ouais, c'est pris en compte. Dans les calculs, c'est pris en compte. On fait différents calculs en fonction du burn-up et en fonction du taux d'épuisement en fait, de l'uranium 235. Oui, c'est pris en compte, ça. Oui, ouais, c'est pris en compte. Ok, alors peut-être il y a plus de questions dans le fil. Moi, j'ai une petite question qui a peut-être pas grand-chose à voir avec ce que tu as présenté aujourd'hui, en tout cas sur la thermodynamique des matériaux. Parmi les accidents, tu n'as pas parlé de Mayak. Et je sais que récemment, enfin récemment, il y a peut-être 5 ou 6 ans, l'IRSN a mis en avant des relâchements de ruthénium en provenance de l'ex-URSS. Est-ce Mhm. que tu aurais quelques informations sur cette, cet accident qui serait passé donc en 2017? Alors en fait, il y a oui, des études qui ont été faites à l'IRSN sur cet accident-là. Donc en fait, cet accident, on pense, il vient comment dire, d'une installation en fait de retraitement, hein. Voilà. Et on pense que ça vient d'une résine en fait. En fait, il faut savoir que il y a des résines qui sont, comment dire, on fait des prélèvements réguliers en fait sur le circuit primaire pour voir en fait la chimie du circuit primaire puisqu'elle elle est indicative par exemple de crayons fuitards. Si vous avez crayon fuitard, vous allez avoir un certain nombre de produits de fission qui vont être dispersés dans le circuit primaire. Et donc, il y a des prélèvements qui sont faits régulièrement dans le circuit primaire via un circuit dédié. Et cette eau, elle est envoyée dans des résines. Et donc, ces résines, elles sont, vous pouvez imaginer, très radioactives, hein. Elles sont synonymes, en fait, de tout ce qui se passe dans le réacteur. Et donc, en fait, on pense que c'est en fait un accident de traitement de ces résines. Voilà, avec des relâchements, si je me souviens bien, de ruthénium, en fait. Je crois qu'on a relâché du ruthénium, essentiellement. Oui, Ruthénium Euh, 106. Ouais, on a échangé, mais voilà, on pense pas que ce soit. Je crois que les études ne montraient pas que ça vienne des réacteurs. Compte tenu compte tenu des études qui avaient été faites, ça venait des circuits finalement de traitement, pas du traitement, mais de surveillance de l'eau en fait. Voilà, du réacteur et ces résines sont envoyées après dans des usines de retraitement et on pense que c'est un accident est lié à un relâchement de ruthénium depuis ces résines. Ok. Écoute, merci beaucoup, Marc. Il y a plus de questions dans le fil et on a fait voilà, le tour des questions qui pouvaient être posées sur cette thématique-là. Je te remercie beaucoup pour cette conférence et je vous dis à tous au revoir en attendant, bien sûr, la prochaine conférence de la part de notre association Aftermath. À très bientôt. Merci.